Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est la culture est dans la rue. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est la culture est dans la rue. La culture est dans la rue ce soir au musée d'Appert, le musée d'Appert qui met en avant des pièces exceptionnelles à l'occasion de sa nouvelle exposition intitulée Chefs-d'œuvre d'Afrique. Chefs-d'œuvre d'Afrique, c'est la narration illustrée par les œuvres du travail de conservation et de transmission que mène le musée d'Appert depuis des décennies. Une exposition qui montre toute la richesse de l'art traditionnel africain. Quelques 125 pièces sont présentées ici, chacune dans son écrin, majestueuse et troublante, comme cette figure de reliquaire du Gabon ou encore cette pièce couillou du Congo représentant un singe sur la tête d'un homme. Le musée d'Appert est allé fouiller dans ses collections pour extirper ces 125 pièces, 125 chefs-d'œuvre pour monter cette très belle exposition Chefs-d'œuvre d'Afrique qui montre le talent des artistes présentés ici, mais également l'inventivité de civilisations qui ont nourri l'art du monde entier. Et pour nous guider au cours de cette exposition, nous avons rencontré Christiane Falgueret-Levaux, c'est la directrice du musée d'Appert et commissaire de cette exposition. J'ai souhaité organiser cette manifestation en hommage à Michel Levaux, qui est parti il y a maintenant 3 ans. Et c'était une façon de montrer combien son œil était assez aigu, pointu sur les pièces qu'il avait collectées pour le musée. Ce musée existe il y a presque 30 ans, mais je dirais que c'est quelque chose d'extrêmement vivant et c'est aussi pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. La dimension esthétique est présente puisque on a un répertoire de formes extrêmement important, diversifié. Il y a des formes à la fois naturalistes, avec les fangs par exemple, ou des pièces du Congo. Nous avons des pièces beaucoup plus cubistes, entre guillemets, beaucoup plus abstraites, avec certains kotas ou mangoué, où on a une recherche de stylisation. Les cultures sont diverses. Nous avons l'Afrique équatoriale et l'Afrique de l'Ouest avec des groupes extrêmement différents. Mais c'est avant tout montrer la diversité des cultures, l'ampleur de ces cultures qui nous amènent à réfléchir, à parler de philosophie, à parler de mode de pensée, de mode de vivre avec l'autre et de transmission des valeurs. Alors comment vous avez voulu l'organiser cette exposition? Il y a 2 sections, tout d'abord Afrique centrale puis Afrique de l'Ouest, c'est ça? Oui, alors j'ai regroupé parce que c'est vrai qu'une exposition, c'est un parcours. Nous avons quelque chose à dire aux visiteurs qui ne doit pas être perdu dans la déambulation devant les œuvres. Donc la première chose était, à partir de l'Afrique centrale, d'avoir des œuvres du Gabon, du Cameroun, en prenant comme point d'appui le culte des ancêtres, la relation avec l'autre monde, pour montrer que dans de nombreuses sociétés, il n'y a pas de séparation entre la vie et la mort et que ceux qui vivent, ceux qui restent, doivent être en contact avec les autres, les anciens, ceux qui sont partis, pour solliciter des conseils et également la protection. Alors, je peux prendre comme exemple la pièce Kota devant laquelle je me trouve, qui est une figure de reliquaire. Donc, ce qui était important pour les individus, c'était le réceptacle, l'espèce de panier à l'intérieur duquel il y avait des ossements des ancêtres, des tibias, des crânes entiers ou des fragments de crâne avec du métal, des corilles, des éléments divers. Et là, on avait la puissance, la force des éléments dans ce panier
et au-dessus une figure sculptée. Là, on a le métal. Il y a une partie en bois qui est recouverte de lamelles en métal avec une forme, un visage stylisé. Et puis la poignée symbolise en fait les bras, le corps, une partie du corps de la figure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une œuvre extrêmement aboutie. Quand je dis aboutie, quels que soient les modes de référent, on est dans quelque chose qui parle à la fois de l'art, mais aussi du vivant, du sensible, et de ce que l'art est là pour parler des croyances qui sont extrêmement fortes. C'est une œuvre qui a une expression forte quand on est devant. Tout à fait. Il y a des yeux qui sont symbolisés, il y a des dents qui sont pointues, donc qui peuvent, la forme des dents renvoie à des pratiques de taillage des dents en biseau. Et puis il y a un croissant autour du visage qui symbolise une coiffure avec des pendants. Et bien sûr que c'est présent, c'est simplement magnifique. Et c'est magnifique aussi le travail que vous faites parce qu'il faut les conserver, toutes ces œuvres. Comment ça se fait au jour le jour? Comment ça se met en place? Alors je dirais que ce n'est pas les conserver, la conservation n'est pas le plus difficile, même si les œuvres, on doit faire attention aussi parce qu'elles sont fragiles, elles ne sont plus dans leur milieu naturel. Donc il y a la conservation dans des espaces avec l'hygrométrie. Mais ce qui me semble le plus important, c'est comment on transmet tout ce qui est le savoir, les connaissances autour des œuvres, parce que nous sommes en général avec des traditions orales, et donc on doit faire appel à des ethnologues, à des écrits, à des analyses, à des philosophes, croiser les informations, et puis ensuite redonner tout cela au public, de façon à ce qu'il puisse pénétrer une culture qui n'est pas la sienne. Alors vous avez dit aussi, pour expliquer la philosophie de l'exposition, c'est que vous exposez aussi en fonction des régions, mais en fonction aussi de parenté stylistique entre les œuvres. Là, par exemple, vous pouvez nous montrer deux œuvres entre lesquelles on peut montrer esthétiquement qu'il y a des liens, des choses comme ça. Oui, alors bon, là, c'est peut-être esthétique, et puis je dirais aussi des croyances, j'y reviens, parce que la fonction d'un objet, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un peuple, un groupe qui a un culte des ancêtres qui ne sera pas tout à fait le même que celui du peuple voisin, parce qu'on a chez les Kota et chez les Fang ce culte des ancêtres, mais qui ne se traduit pas du tout avec la même problématique. Alors là, avec les Kota, on a les Maongwe. Nous avons une sculpture Maongwe, donc un autre peuple du Gabon qui aussi à son culte des ancêtres, et l'on dit que ce sont certaines figures Kota auraient été sculptées par les Maongwe pour leurs voisins. Donc nous avons des rencontres, des échanges. Quand on nous dit bah oui, on ne connaît pas les sculptures, on n'a pas les noms, les Occidentaux qui ont emporté les objets ne se donnaient pas la peine de poser la question qui avait fait cette œuvre ou quel était le nom. On parle d'atelier de temps en temps, mais un atelier, c'est un groupe. Alors que les sculpteurs ou les forgerons, parce que là on est quand même dans le métal, donc on a sculpteurs et forgerons, avaient un nom, étaient connus et pouvaient voyager dans un village voisin pour créer, pour une cérémonie particulière ou pour un clan particulier, parce que ces figures de reliquaires n'appartenaient pas à un individu, mais appartenaient à un groupe, à un clan qui vénérait ses ancêtres, l'ancêtre ou les ancêtres communs au groupe. Ces statuettes Fan et ces pièces Kota du Gabon recouvertes de laiton étaient une spécificité des peuples du haut bassin de l'Ogooué. Originales et fortes, elles mettent en relief la dextérité et le talent des forgerons. Elles avaient été présentées pour certaines lors de l'exposition Gabon Présence des Esprits en 2007. Michel Levaux, fondateur de la Fondation Dapper et du musée disparu en 2012, y avait consacré un texte qu'on retrouve dans le catalogue de l'exposition Chefs-d'œuvre d'Afrique. Il y a une grande variété d'objets dans cette exposition, comme sait le faire le musée Dapper. Et puis, en poursuivant votre découverte, vous tomberez sur un chef-d'œuvre sublime, la princesse Bangwa, 85 cm de beauté, son port altier, ses insignes d'un rang élevé, ses seins volumineux, c'est le coup de cœur de Christiane Falguera. Moi, j'adore cette sculpture parce que, à la fois, bien sûr, c'est une œuvre iconique. Elle a appartenu, à de grandes figures, comme Raton et autres. Mais c'est pas ça qui est important.
Ce qui est important, c'est la dynamique qu'il y a dans... Elle est vivante. Elle est vivante, c'est un corps de femme avec d'énormes seins parce qu'elle symbolise une femme féconde, une femme qui a eu des jumeaux, donc qui a allaité donc, les enfants. Elle a dans la main une sorte de, voilà, d'instrument, de musique. Elle a des bracelets, elle a des parures, elle est complètement décorée. Et puis cette tête qui est légèrement déportée vers l'arrière suit un petit peu le mouvement, le déhanchement des cuisses extrêmement puissantes avec un bassin. Cette figure, cette sculpture, elle est en train de danser. Et elle faisait partie, donc c'est une figure royale, c'est une princesse, la princesse Bangwa, comme se plaît à les appeler les ethnologues. De quelle région Alors, Bangwa, Cameroun. D'accord. Donc en fait, Grassfield. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une sculpture qui pourrait appartenir à n'importe quel pays du monde, à n'importe quelle société, parce que les sculpteurs s'y retrouvent. Comment, dans un morceau de bois, arriver à ce rendu de la forme un peu oblongue des seins, de ce cou allongé, de cette denture, de cette bouche qui est ouverte, et puis il y a une gestuelle. Et ça, c'est quand même très révélateur je dirais, d'une maîtrise très très grande, parce que souvent les sculptures sont beaucoup plus figées, on le voit pour les autres, il y a des codes, hein, donc elles sont debout, elles sont un peu statiques, même si le visage est magnifique pour une sculpture Couillou ou pour d'autres œuvres, mais la princesse Bangwa, elle irradie. De masques royaux. Ils sont énormes, hein, ils sont très, très puissants. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, ils sont plus gros qu'une tête, mais c'était le roi qui portait durant l'une des cérémonies d'intronisation ce type de masque. Il y a une légende très intéressante qui rapporte qu'un roi, Micomibule, aurait été pris de folie parce qu'il avait assassiné le roi, son prédécesseur, et donc il ne pouvait pas dormir, il avait des maux de tête terribles, et il aurait été soigné par un individu d'un groupe pygmé. Je dis pygmé entre guillemets parce que le terme aujourd'hui est très contesté, il faut le rappeler. Qui l'aurait soigné, parce qu'on sait qu'il y avait des thérapeutiques. Alors là, on est dans un objet qui, à la fois, est un objet de pouvoir, signe du roi, mais quelque part, ça l'a soigné, puisque quand il le portait, il le mettait sur son corps, il était masqué, on ne le voyait plus. Voilà, donc la raison revenait, il se sentait mieux, il pouvait danser, il pouvait exister. Donc il y a une valeur thérapeutique, une valeur magique, donc d'un objet qui permet au roi de sortir des ténèbres de la folie. Alors ce qui est important de dire aussi, c'est que l'objet, le bois est travaillé par le sculpteur, mais l'objet lui-même, que ce soit chez les Congos ou chez les Kuba, c'est qu'on rajoute des choses, on rajoute de la matière sacrificielle, et donc c'est l'officiant, le prêtre, le devin, qui rajoute de la matière, des libations, qui peut rajouter un peu de métal, du tissu. Donc l'objet va prendre aussi, continuer sa forme grâce à la participation d'un personnage qui relève du sacré, qui va manipuler les forces sacrées, qui va activer l'objet. C'est pour ça que le front, quand j'ai dit que le roi avait été soigné par un homme d'un groupe Tswa, donc d'un groupe pygmé entre guillemets, on dit que le front renverrait un petit peu à la morphologie de celui qui avait soigné. Ça, je n'en sais rien. On a toujours ce front très protubérant sous lequel se placent les yeux, qu'on ne voit pas. Le regard est quasiment, il est intériorisé, il n'est pas absent, il est à l'intérieur.
Bamana, Baoulé, Fan, Akan, Dogon, les plus grandes aires culturelles africaines sont représentées dans cette exposition qui met donc l'accent sur l'esthétique évidente de ces pièces uniques, mais comme on vient de l'entendre, sur l'histoire et la mythologie. Il est aussi question de l'utilisation de ces objets dans les cérémonies religieuses, puisque le sacré transforme l'objet, lui donne son âme en quelque sorte. Donc là, on va au premier étage. Oui. C'est une autre partie de l'exposition. Oui, c'est la deuxième partie avec l'Afrique de l'Ouest. Et dans cette partie-là, comment ça s'est organisé? C'est toujours la même philosophie, trouver des parentés, parler Oui, trouver de la fonction de l'œuvre? Oui, tout à fait. Alors avec l'Afrique de l'Ouest, j'ai privilégié à la fois l'initiation et puis la relation avec le monde, aussi le monde surnaturel. Mais là, du point de vue aussi de l'histoire, de la mythologie, ce que l'on a avec les Dogons, par exemple. Alors, bon, je vais peut-être commencer par cette œuvre qui a le bras levé. Donc, c'est une œuvre soninké. Donc, c'est antérieur aux Dogons qui sont arrivés vers la fin du XVe siècle, 15e, 16e siècle dans la région des falaises de Bandiagara. Et donc, cette pièce en bois a été datée du Xe siècle. Alors, ce qui est très... C'est la pièce la plus ancienne que vous Oui, ayez? c'est la pièce même que l'on connaisse, hein, en bois. On peut dater, les terres cuites sont plus anciennes, mais en bois, on a pratiquement très peu de pièces. Donc ça, c'est la pièce la plus ancienne que l'on connaisse? Oui, alors peut-être que, que l'on connaisse, peut-être qu'il y en a d'autres, c'est possible. Enfin, moi, je n'en connais pas d'autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est une sorte de pieu, hein, elle se termine, elle était plantée, donc c'est un autel avec une tête, qui est extraordinaire parce qu'on a l'impression presque d'une tête assyrienne, avec cette barbe, avec un peu allongée. Elle peut venir de n'importe où. Je ne fais pas le lien entre les cultures, attention. Hein. Je ne fais pas Charanta Diop. Hein. Non, je dis simplement du point de vue esthétique, elle pourrait venir voilà, n'importe quelle région du monde, et c'est ce qui est intéressant. Et le bras levé, on l'a aussi dans des pièces Dogon, qui est une gestuelle qui signifierait... C'est une sorte d'invocation, invocation pour faire tomber la pluie, parce qu'on est effectivement au Mali, en région très très sèche, aride, et qui, effectivement, on a besoin de l'eau pour les récoltes. Et là, donc, on est dans un univers, je dirais, avec l'environnement, avec cette relation rituelle avec la nature, parce que l'homme fait partie de cet univers et c'est une alliance. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve ici. Donc c'est l'une des pièces qui vous, qui vous frappe oui, le plus. Parce qu'elle est à la fois très schématique, parce que là, je ne dirais même pas stylisé, c'est schématique, c'est un pieu. Mais un pieu surmonté d'une planche, quoi, surmonté... Avec l'expression quand même d'un visage. Voilà, d'un visage magnifique, quoi. Le cheval n'est pas très fréquent en Afrique. Peut-être plus du côté du Nigeria, on a d'ailleurs des sortes de fantasiales avec les chevaux. Donc, cheval, un élément de richesse, de pouvoir. Oui, c'est une pièce qui est quand même, qui a été datée du fin 16e, on a une tranche 17-18e. Donc, on a un personnage qui est assis nu. Nu sur son cheval, qui lui a beaucoup de parures, comme le cavalier. Le cavalier donc a, si vous voulez, sur l'épaule. Alors on sait que c'est un cavalier parce qu'un guerrier quelque part, il a sur le bras une dague. Donc on voit très bien sur le bras gauche. Oui, sur le bras gauche, une sorte de poignard qui est fermé. Il y a des scarifications qui décore tout le dos. C'est pas un être banal, entre guillemets. Non, c'est un chef, c'est un puissant, c'est peut-être un prince. Oui, un prince, certainement. Et le cheval, alors on pense que le collier qui est autour du cou du cheval pourrait représenter des amulettes à l'intérieur desquelles il y aurait eu peut-être quelques versets du Coran. C'est ce que suppose un chercheur. Et ça renvoie aussi, je dirais, au royaume puissant aussi de l'Afrique de l'Ouest qu'on avait dans cette région. Les objets sont les témoins de l'histoire. Alors on n'a pas tous les éléments
faut aller chercher très loin. Il y a encore beaucoup d'études à faire dans ce sens-là, mais on se rend compte qu'on ne peut pas mettre les œuvres à côté. Aujourd'hui, on n'est pas que dans l'esthétique. Elle raconte l'histoire. Berongie me bongo, ah me bongo. Berongie me bongo, ah me bongo. Berongie me bongo, ah me bongo. Tu sana guno, nyawe, nyawe. Endana guno, nyawe, nyawe. Yagana gunu, nyawe. Là, c'est une exposition générale qui, à la fois, devait constituer un hommage à Michel Levaux, puisque c'est quand même lui qui a fait le musée, c'est lui qui a acquis ses œuvres pour les présenter au public. Il a voulu que ce soit le plus représentatif, le plus symbolique aussi. Et puis, d'autre part, il fallait que je puisse les mettre ensemble. Parce que les œuvres doivent cohabiter. Quand on constate que ça fonctionne, ça veut dire que vous pouvez aller de l'une à l'autre et que chaque œuvre trouve sa place dans le lieu. Et bon, c'est difficile de dire comment on choisit. On peut dire celle-ci est moins intéressante esthétiquement parce que les jambes sont trop faibles. Mais souvent, il y avait des pagnes, des choses autour des jambes. Et les objets ont perdu au cours du temps. Alors, on va essayer d'éclairer un peu plus en haut. On a des subterfuges quand même pour mettre tout ça en avant. Puis parfois, on retire parce qu'on se dit qu'on s'est trompé. Nous avons travaillé, toutes les expositions ont été, pour la plupart, conçues, organisées par nous. Il y a eu quelques expositions qui sont dues à des commissaires extérieurs, mais très peu. Alors c'est vrai qu'on travaille aussi avec des personnes qui nous conseillent sur le choix de telle ou telle œuvre, qui vont nous dire aussi chez tel collectionneur, il y a tel objet qui pourrait convenir. Donc ce n'est pas un travail de solitaire, ça ce ne serait pas possible d'ailleurs. Parce que pour bien faire, il faut comparer, on ne peut pas tout savoir. Mais je crois que le but pour nous, c'était la transmission. Donc c'est une des vocations de ce musée, transmettre et aussi donner de la dignité, parce que les discours que l'on a tenus et que l'on tient peut-être encore plus aujourd'hui sur l'Afrique, les Africains, moi je trouve ça extrêmement dérangeant. Bon, si on n'a pas Ebola, avant on avait le sida, après on a Ebola, après on est les migrants, troisième machin, enfin bon, quelque part on a envie de dire, bon, on n'est pas les damnés de la terre, et ça permet aussi de montrer que les pays africains, les cultures africaines existent, au même titre que les cultures de l'Égypte ancienne, pharaonique, ou que de la Grèce, dont nous existons. Et ça redonne de la dignité à nos jeunes qui ont parfois besoin d'aller chercher très loin aux États-Unis des référents, alors que dans leur société, leur propre culture, mais que ce soit celle des parents, des grands-parents, même s'ils sont nés ici, je dirais que ça n'a aucune importance. C'est pas tant une histoire de racines que de valeurs. Et nous sommes dans un siècle de crise identitaire, ce qui est très paradoxal. On a toujours pensé que c'était ceux qui venaient des Caraïbes, des Antilles, comme moi-même, qui avions des problèmes d'identité. Je dirais aujourd'hui, ce sont les Occidentaux qui ont des problèmes d'identité parce qu'ils ont besoin d'affirmer qu'ils sont complètement blancs, que attention à droite, attention à gauche. La crise identitaire, c'est chez eux, mais c'est peut-être pas chez nous. En tout cas, merci beaucoup pour ce travail. Bravo encore à vous. Une toute dernière question. Est-ce qu'on connaît l'importance du fonds d'APER? Combien de pièces vous possédez ici? 125, on a compté 125 pièces. Et dans le fond, à peu près 4000 pièces. Mais ce ne sont pas des... Il y a beaucoup d'armes, de choses qui ne mériteraient pas forcément d'être exposées. Sans parler de notions de chef-d'œuvre. Je dirais qu'elles n'ont pas besoin d'être exposées. D'accord. Et là, on va terminer avec ces pièces-là. On est devant l'Ordre des Akans, oui. Donc la région du Ghana, oui. La Côte d'Ivoire. Alors, c'est quoi ces pièces qui sont Alors là, le Ghana, on sait que c'est un pays qui fait encore rêver parce qu'il y a encore des rois. Le roi des Assantes, qu'on appelait avant Ashanti
la partie francophone. Le roi des Assantes, bon, c'est un peu un dieu sur terre, hein, quand même tout puissant, mais qui a un pouvoir politique, un pouvoir économique. Et on a un pectoral en or qui est assez grand, qui est sculpté en repoussé. Et ce qui est magnifique, c'est que le roi, il le portait pas lui-même, hein, au départ, c'était l'un de ses serviteurs. Lorsque toutes les semaines, correspondant au jour où il était né, le roi devait faire des ablutions spécifiques et l'un de ses serviteurs donc, portait ce signe solaire qui protégeait le souverain. Merci beaucoup. Merci. Il y a aujourd'hui 5000 figures de reliquaires répertoriées dans le monde. Tous les voyageurs européens qui sont entrés en contact avec les Khotas, notamment au mi-temps du 19e siècle, ont été fascinés par ces figures. Élément essentiel au culte des ancêtres, précise encore Michel Levaux, ils étaient dissimulés au regard de l'étranger et étaient entreposés dans une pièce secrète dans chaque village. Ces pièces magnifiques de splendeur, de magnétisme, de beauté suprême gardent encore une grande part de leur mystère. On ne sait pas encore tout d'elles et c'est ce qui fait aussi leur charme et l'attrait qu'elles exercent sur nous jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc cette émission touche à sa fin. On était donc au musée d'Aper et c'est devant cette très belle statue du roi Glélé de la culture fon du Bénin qu'on se quitte pour la fin de cette émission. Merci à Valerio Truffa qui nous a fait les images. Merci à Boubacar Dambélé qui a assisté donc Valerio Truffa. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt. Cette exposition chef-d'œuvre d'Afrique, c'est jusqu'au 17 juillet 2016 ici au musée d'Aper.